Ok, allons-y. Il y a eu pas mal de discussions, on va dire, autour du récent sommet arabe extraordinaire à Doha. Et au cœur de tout ça, une question brûlante. La position de l'Algérie. Surtout, l'absence de son président, Abdelmadjid Tebboune. Une absence très remarquée. Effectivement, ça a beaucoup fait parler. Alors, notre objectif aujourd'hui, c'est justement de décortiquer un peu ça. Essayer de comprendre ce qui se cache derrière cette décision. Est-ce une simple bouderie ou une vraie stratégie diplomatique? C'est toute la question. Qu'est-ce que ça nous dit des ambitions d'Alger, de sa vision? Voilà. Sa place sur la scène internationale aussi. C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Bon, rappelons peut-être les faits rapidement. On a ce sommet exceptionnel annoncé à Doha. Contexte régional tendu, évidemment. Les événements récents au Moyen-Orient. Oui, un contexte très chargé. Et tout de suite, les regards se tournent vers Alger. Tebboune viendra pas, incertitude. Et puis, confirmation, il n'ira pas. Pourquoi ça a fait tant de bruit, cette absence? Juste une chaise vide ou un message? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est précisément là que l'analyse devient intéressante. Pour comprendre cette absence à Doha, il faut regarder ce que l'Algérie a fait avant, juste avant. Ah oui, c'est-à-dire? Dès le début de la crise régionale en question, Alger a réagi très vite. Mais pas au niveau arabe, justement. Non, leur représentant à l'ONU, à New York, a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Immédiatement. D'accord. Donc, action à l'ONU d'abord. Exactement. Et ça, ce n'est pas anodin. Ça a forcé une discussion au plus haut niveau. Les membres permanents, USA, Russie, Chine, France, Royaume-Uni et les autres. Et le résultat, selon l'interprétation algérienne en tout cas, et relayée par leur presse, ce sont des déclarations jugées plus fermes, plus substantielles que ce qui sortira plus tard du sommet de Doha. Ils ont donc mis ça en avant. Le contraste. Tout à fait. Le contraste a été souligné. À partir de là, l'argumentaire algérien s'est construit. On a déjà fait le job, en gros. On a porté la voix arabe et islamique là où ça compte vraiment, à l'ONU. Là où il y a potentiellement des décisions contraignantes. Voilà. Donc, aller à Doha ensuite, pour le président, devenait moins crucial dans cette logique, voire superflu. Et il faut ajouter aussi, apparemment, une vraie déception côté algérien sur le projet de communiqué préparé par les ministres arabes, jugé trop faible. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Cette action préalable à l'ONU, ça positionne l'Algérie différemment, non? Ils ne suivent pas juste le mouvement régional. C'est ça. Ils essayent d'imposer leur propre tempo, et sur la scène mondiale directement. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une façon de court-circuiter un peu l'effort collectif arabe? Peut-être même de le dénigrer? C'est une lecture possible, oui. Et sans doute celle de certains partenaires arabes. Mais du point de vue d'Alger, ce serait moins du dénigrement que du réalisme. Une question d'efficacité perçue. Et puis, il faut le rappeler, ce n'est pas une première. L'Algérie a déjà montré cette distance vis-à-vis des grands sommets panarabes. Ah oui, c'est vrai. On a vu des absences ou des représentations moins importantes avant. En Égypte, en Arabie Saoudite. Exactement. Il y a une sorte de constance dans cette méfiance, on pourrait dire, envers les résultats concrets de ces réunions. Donc ce n'est pas juste une réaction à chaud sur un communiqué décevant, c'est plus profond. Une doctrine. Scepticisme sur l'efficacité de la Ligue arabe elle-même. Tout à fait. Ça relève vraiment d'une philosophie diplomatique. Alger privilégie ce qu'ils appellent le travail diplomatique concret, l'action tangible. Et pour eux, ça se passe dans des enceintes comme l'ONU. Parce que là, ça a plus de poids, plus de résonance. C'est leur perception, oui. Plus de poids décisionnel potentiel face à ce qu'ils voient comme la simple présence formelle ou protocolaire dans des sommets dont les résolutions, soyons honnêtes, sont souvent symboliques. Peu contraignantes, rarement suivies d'effets concrets. Voilà. L'histoire récente des crises régionales le montre assez souvent, non? Les communiqués finaux restent souvent lettres mortes. Ça alimente ce scepticisme algérien. Et ce qui est vraiment clé ici, c'est cette distinction très nette, presque, idéologique qu'ils font entre l'action qui vise un résultat politique, juridique, international, et la participation à des rituels de solidarité parfois jugés creux. Une politique étrangère, indépendante, souveraine. C'est ça qu'ils revendiquent. Exactement. Refus des consensus jugés mous ou dictés par d'autres. Ils cherchent à peser par eux-mêmes, pas juste à faire nombre dans un collectif. D'ailleurs, leur communication a été très claire là-dessus. La presse algérienne, même officielle, a répété en boucle. Doha n'apporte rien de nouveau par rapport à ce qu'on a déjà fait à l'ONU. Intéressant. Effet notable, certains médias arabes, hors Algérie, ont même repris un peu cet angle, mettant en avant l'initiative algérienne à l'ONU comme un exemple d'action face aux difficultés habituelles des sommets. D'accord.
Mais alors, une question me vient. Si le sommet était jugé secondaire, pourquoi envoyer quand même le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf? Il était à Doha, lui. N'est-ce pas un peu contradictoire? C'est une nuance importante, vous avez raison. L'absence du président, c'est le message politique fort. Mais la présence du ministre Attaf, ça montre qu'Alger ne pratique pas la politique de la chaise vide totale. Ils maintiennent un pied dedans, en quelque sorte. Voilà, Attaf y est allé, il a eu des consultations bilatérales en marge. Il faut maintenir les canaux ouverts, prendre la température, faire passer des messages directs, ça reste utile. Par contre, ce que les observateurs ont noté, c'est son attitude. Une certaine distance, un manque d'empressement visible sur la négociation du communiqué final. Ah, donc présent mais pas totalement investi dans le résultat collectif. Exactement, on peut l'interpréter comme ça. Une façon de montrer encore cette autonomie diplomatique. Le message principal algérien avait déjà été passé, à New York et via leur déclaration. Pas question de se retrouver à endosser un texte jugé insuffisant. Donc le ministre est là pour rester connecté, mais sans cautionner un résultat jugé décevant. Un équilibre subtil. C'est ça. Une façon de gérer la relation avec les partenaires régionaux sans compromettre leur propre ligne. On parle beaucoup de cette autonomie algérienne, mais certaines analyses pointent aussi vers une convergence, voire une coordination avec la Russie. Moscou voit Alger comme un partenaire stratégique clé au Maghreb, au Sahel. Oui, absolument. Est-ce que cette assurance algérienne ne repose pas aussi un peu sur ce lien avec Moscou ? Une sorte de parapluie diplomatique ? C'est un facteur indéniable, oui. La relation Alger-Moscou est ancienne, mais elle s'est clairement renforcée ces dernières années. Militairement, diplomatiquement, Moscou compte sur Alger pour la stabilité régionale, sur les dossiers sahéliens, méditerranéens. Il y a une concertation, ou en tout cas une attention mutuelle à ne pas se gêner sur les sujets importants. Chacun y trouve son compte. Oui. La Russie cherche des alliés fiable. Et l'Algérie, elle, trouve dans ce partenariat un levier. Un levier pour augmenter son propre poids international et régional. Ça lui donne plus de marge de manœuvre. Et ce poids, il est aussi économique, non ? Je pense au fameux projet de gazoduc transsaharien, on en entend parler régulièrement. Absolument. Ce projet Nigeria-Algérie, via le Niger, c'est capital pour Alger s'il se réalise. Stratégiquement capital. Pas juste pour l'argent, j'imagine. Non, bien au-delà. Ça renforcerait son statut de hub énergétique, de fournisseur majeur pour l'Europe. Surtout maintenant, avec la recherche d'alternatives au gaz russe par les Européens. Ce projet a été freiné par l'instabilité au Sahel, c'est vrai, mais la crise énergétique en Europe lui a redonné une urgence, une actualité brûlante. Et la position de l'Algérie est centrale là-dedans ? Incontournable, même. Géographiquement, et avec ses infrastructures existantes. Cette centralité énergétique potentielle, ça renforce énormément son levier géopolitique. Et donc, ça renforce aussi sa confiance en sa capacité à mener une diplomatie plus affirmée, y compris en choisissant où elle s'engage, comme pour Doha. Puissance énergétique et puissance diplomatique, ça va ensemble. Le partenariat russe et ce projet gazier, ça donne une profondeur stratégique à Alger. Exactement. Ça soutient cette ambition d'autonomie dont on parlait. Donc, si on essaye de synthétiser un peu tout ça, l'absence de Tebboune à Doha, ce ne serait ni un caprice, ni juste un désintérêt passager, mais plutôt la partie visible d'une stratégie algérienne, mûrement réfléchie, cohérente. C'est l'interprétation qui semble dominer, oui. Avec son action rapide à l'ONU avant le sommet et sa communication ensuite, Alger a voulu montrer sa préférence pour les espaces où les décisions se prennent vraiment. Ou du moins, là où les positions ont une portée internationale directe. Voilà, en opposition aux grands raouts régionaux dont ils estiment, à tort ou à raison, que les déclarations finales sont trop souvent symboliques, consensuelles et sans portée concrète. L'histoire des sommets arabes, avec leur impact réel souvent débattu, ça semble conforter Alger dans cette approche sélective. Et ça s'inscrit dans une volonté plus large de réaffirmer leur souveraineté, leur rôle d'acteur autonome. Tout à fait. Autonome et influent. Il ne s'agit pas forcément de s'isoler, la présence d'Attaf le montre bien, les consultations bilatérales aussi, mais de choisir ses terrains, choisir ses partenariats jugés plus utiles. Que ce soit avec la Russie, certains pays africains, ou sur des projets comme le gazoduc. C'est ça. On voit se dessiner un peu l'image que l'Algérie veut projeter, celle d'un État pivot dans sa région. Un État qui veut peser, pas seulement par sa taille ou son armée, mais par sa diplomatie. La force de sa diplomatie, la cohérence de ses principes, c'est l'image recherchée. Oui, et sa capacité à lancer ses propres initiatives. Être un interlocuteur sérieux qui refuse d'être juste un pion.
Face au côté parfois un peu convenu, répétitif de certains sommets panarabes, Alger oppose une approche qu'elle dit réaliste, pragmatique, chercher des solutions durables plutôt que des déclarations d'intention. Une nouvelle phase, peut-être, plus décomplexée? C'est possible, plus affirmée en tout cas, qui essaye de lier la défense de ses intérêts nationaux, sécurité, énergie, influence, avec un engagement pour la stabilité, mais selon ses propres termes. Au final, cette posture vise à donner l'image d'un pays ancré dans ses principes historiques, le non-alignement, revisité par exemple, mais adapté aux réalités d'aujourd'hui. Un acteur incontournable. Qui choisit ses batailles, ses alliances? Voilà. Et Doha, dans cette optique, c'était juste une occasion de réaffirmer cette ligne de trise. Privilégier l'action jugée efficace, même en marge des cadres traditionnels, plutôt que se fondre dans un consensus régional jugé mou. Donc, en somme, pour être sûr de bien comprendre, la diplomatie algérienne fait un peu un mouvement stratégique. Moins d'énergie dans les grandes messes régionales, jugées peu efficaces. C'est l'impression générale, oui. Au profit d'actions ciblées sur la scène mondiale, comme à l'ONU, de partenariats plus restreints, avec la Russie, l'Afrique, et la promotion de projets géoéconomiques forts, comme le gazoduc. C'est ça le tableau. C'est une bonne synthèse de la tendance qu'on observe. Ce n'est pas sans risque, hein. Ça peut être vu comme solitaire, voire perturbateur par certains voisins. Bien sûr. Mais ça semble correspondre à la vision qu'a Alger de son rôle et de la meilleure façon de défendre ses intérêts dans le monde actuel. Et ça nous amène à une réflexion un peu plus large pour finir. Si des acteurs régionaux importants comme l'Algérie maintenant, mais peut-être d'autres plus tard, si ces acteurs misent de plus en plus sur des actions unilatérales ou des initiatives ONU ciblées ou des alliances ponctuelles, en dehors des cadres établis comme la Ligue arabe. Quelles conséquences à long terme pour la cohésion, l'efficacité, la pertinence même de ces instances panarabes? C'est la question à $1 million, n'est-ce pas? C'est absolument crucial. Est-ce qu'on assiste à une érosion lente mais sûre de ces structures héritées du XXe siècle, au profit d'une diplomatie plus fragmentée, plus transactionnelle, basée sur des coalitions d'intérêts qui changent? Ou est-ce que ces institutions peuvent encore se réformer, se réinventer? C'est le défi. Si la tendance actuelle se confirme, si les États privilégient de plus en plus ce qu'ils jugent efficace pour eux, même si c'est moins concerté au niveau régional classique, ça pourrait vraiment reconfigurer les équilibres de puissance au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, profondément. Un avenir où la solidarité affichée serait de plus en plus mise en concurrence par le pragmatisme stratégique de chacun. Exactement. Un vrai défi pour l'idée même de coopération régionale telle qu'on l'a connue. Ça ouvre beaucoup de questions pour l'avenir.